Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du dimanche 14 septembre 2025, la dernière de la semaine, et pour bien terminer, je vous propose pas mal d'actualités assez détentes et assez savoureuses dans certains cas. On va déjà parler de la marque MG, qui a un nouveau gros problème de sécurité et dont les voitures sont qualifiées de dangereuses. On va aussi parler de la marque de voitures à hydrogène Opium, qui abandonne définitivement l'idée de produire des voitures à hydrogène. Encore un nouveau coup dur pour la filière hydrogène française. On va également parler du patron de Volvo, qui pense que plusieurs grandes marques européennes vont disparaître très rapidement dans les prochaines années. On va également parler du numéro 2 de Stellantis, le vice-président condamné à des travaux d'intérêt généraux pour fraude fiscale. Et puis pour terminer, on parlera de l'arnaque colossale que sont les péages à flux libre. J'espère que les sujets choisis pour cette vidéo vous intéresseront. Si c'est le cas, comme d'habitude, je compte sur vous pour le montrer en laissant un petit like à cette vidéo, mais également en vous abonnant et en laissant un petit commentaire. Et pourquoi pas, pour ceux qui veulent donner un petit coup de pouce supplémentaire, en devenant des soutiens via le bouton rejoindre. Je vous le disais, nous allons commencer par parler un petit peu des nouvelles difficultés rencontrées par la marque MG, des problèmes de sécurité détectés sur sa MG3. Ce sont des problèmes de sécurité remontés par l'organisme européen de référence en matière de sécurité automobile, l'Euro NCAP, qui a identifié une défaillance critique inédite, un problème qui n'avait jamais été remonté par Euro NCAP sur un autre modèle. Lors du crash test frontal décalé, où 40% de la face avant du véhicule est en contact avec une barrière, le mécanisme de verrouillage du siège conducteur a cédé, entraînant une rotation du siège, résultat d'un impact plus violent sur le côté droit du mannequin, avec une note médiocre donnée par l'Euro NCAP pour la protection du fémur. L'Euro NCAP a effectivement précisé n'avoir jamais constaté un tel défaut en 28 ans de crash test. Depuis ces tests, MG a en effet constaté ce défaut de son côté et a, en août 2025, renforcé le mécanisme de verrouillage du siège, et sur une autre partie du véhicule qui avait été mal notée également au crash test, prévu une mise à jour de l'airbag conducteur après que celui-ci, lors de tests, est montré qu'il était possible que la tête des mannequins, et donc d'un potentiel conducteur, traverse carrément l'airbag. Donc deux mises à jour de sécurité. Le problème, c'est que ces modifications ne concernent que les modèles qui n'ont pas été encore livrés. Vous l'aurez donc compris, les MG3 qui sont déjà sur nos routes et dont MG connaît les problèmes de sécurité ne vont pas recevoir de modifications pour les rendre plus sécurisés. En tout cas pour le moment, parce que les autorités d'homologation sont en train justement de se pencher sur les marques chinoises, en particulier sur MG, et vont dans les prochaines semaines décider ou pas d'imposer un rappel pour ce problème. Ce qui est assez fort, c'est que ce cas va probablement pousser l'organisme Euro NCAP à mettre en place de nouveaux tests et des nouvelles mécaniques de notation pour ces crash tests, parce que jusqu'ici il n'y avait pas encore de mécanisme de notation spécifique pour sanctionner une défaillance d'un composant, ce qui est le cas précisément ici. L'Euro NCAP annonçant à propos de cette MG3 vouloir modifier et adapter ses règles, le directeur des programmes Euro NCAP ayant dit: c'est un incident quasi inédit que nous prendrons en compte dans nos protocoles. Quoi qu'il en soit, c'est pas une bonne nouvelle pour MG, parce que même si MG est une marque historique européenne, elle a été rachetée par un groupe chinois, et les marques chinoises essaient de s'implémenter en Europe avec des petites voitures pas chères comme la MG3 qui, si on les écoute, garantissent la même sécurité que des voitures venant des constructeurs historiques européens. C'est tout à fait donc le genre de scandale qu'il faut éviter quand on est une marque aussi jeune et quand on est entre guillemets une marque made in China, parce que c'est dans ces premières années que toute la réputation de confiance va se faire ou pas auprès des clients. Je voulais également vous parler de la marque Opium, pour qui l'aventure automobile touche à sa fin. Opium, c'est une marque française qui voulait lancer la Machina, une berline haut de gamme à hydrogène. Elle avait été placée en redressement judiciaire début 2025, faute de liquidité. On en avait d'ailleurs parlé dans une vidéo à l'époque. Le problème, c'est que depuis, l'entreprise n'a pas réussi à surmonter ses difficultés financières. Elle n'a pas réussi à regrouper suffisamment de fonds pour survivre ou pour lancer la production de cette voiture. Résultat, conformément à la décision du tribunal des activités économiques de Paris, Opium procède donc maintenant au remboursement des précommandes concernant sa Machina, puisqu'il y avait des clients qui l'avaient préacheté et l'argent récupéré avec ces précommandes devait servir justement à la lancer en production. Donc vous l'aurez compris, la berline Opium Machina ne verra jamais le jour, et Opium a en plus de ça annoncé qu'elle allait arrêter le développement d'équipements hydrogène pour automobiles et plutôt se rediriger vers la production de piles à combustible pour bateaux afin de décarboner le transport maritime. C'est encore un nouveau coup dur pour la filière hydrogène française et pour l'automobile à hydrogène, dans qui plus grand monde ne croit, à part peut-être Toyota et BMW.
Je voulais également parler avec vous d'une marque dont on ne parle pas si souvent que ça, Volvo, puisque son nouveau patron, ou plutôt son nouvel ancien patron, puisque Håkan Samuelsson, qui avait pris sa retraite en tant que patron de Volvo en 2022, a été rappelé à la rescousse il y a quelques mois pour reprendre la direction de Volvo à 74 ans, pour aider la marque à traverser l'une des périodes les plus difficiles de son histoire. Donc il a donné une interview pour le magazine Bloomberg, et dans cette interview, il revient sur tout un tas de sujets concernant Volvo et concernant l'industrie automobile, et je voulais partager son interview parce qu'il y a quand même pas mal de choses assez intéressantes. Il admet déjà que Volvo s'est mis dans la panade, notamment à cause du lancement raté de l'EX90, un lancement retardé qui a fait perdre, je cite, 2 ans et demi de revenus, lancement qui a fait que la marque a quand même perdu beaucoup de crédibilité parce que, même avec 2 ans et demi de retard, l'EX90 à sa sortie souffre de tout un tas de problèmes. Beaucoup de bugs logiciels, beaucoup de fonctionnalités qui avaient été présentées et annoncées par Volvo qui au final sont absentes de ce véhicule, ce qui fait quand même mal au cul pour un véhicule à plus de 100 000 $. Le plan de Volvo pour essayer de se relever de cet échec repose sur 3 priorités. La première, réduire les coûts, comme malheureusement la plupart des marques européennes qui ne veulent pas taper dans leur marge et qui préfèrent rogner malheureusement souvent sur la qualité des véhicules. Alors je dis pas que ce sera le cas pour Volvo, mais quand on voit justement ce qu'ils ont fait avec le X90, c'est pas forcément très rassurant. Relancer les ventes par un marketing plus agressif et un management orienté résultat, où les objectifs commerciaux, donc c'est-à-dire les ventes, les marges, les volumes deviennent prioritaires, et réaffirmer la stratégie long terme avec un calendrier d'électrification réaliste et un retour en pointe sur l'innovation, puisqu'effectivement Volvo est en train de revenir sur son objectif tout électrique qui était de 2030. Effectivement, Volvo, comme les autres marques européennes, sont en train de se rendre compte que l'électrification prend beaucoup plus de temps que prévu et que, comme beaucoup d'autres marques, elles s'étaient donné des objectifs complètement inatteignables. Maintenant, Volvo veut plutôt miser sur les hybrides rechargeables, en attendant que le véhicule électrique soit vraiment au centre de la demande des clients européens. Il se donne 2 ans pour sortir Volvo de la panade avant de retourner à la retraite et serait déjà en train d'essayer de trouver un successeur en interne. Il a également parlé de l'avenir de l'industrie automobile européenne au sens large, expliquant que pour lui, je cite, dans le nouveau monde automobile, 2 ou 3 marques chinoises deviendront dominantes. Certains constructeurs historiques occidentaux s'adapteront et d'autres disparaîtront. La Chine sera un acteur majeur de l'industrie automobile et pas seulement sur son marché intérieur. Malgré les incertitudes politiques et commerciales, il est formel. Pour lui, l'industrie automobile ne reviendra pas en arrière. Je cite, dans 10 ans, toutes les voitures seront électriques et coûteront moins cher. Je le cite toujours, cette révolution se fera dans la douleur avec une restructuration massive du secteur. Une vision peut-être pas très positive, mais je pense personnellement assez réaliste. Pour vous remonter le moral, je vais partager avec vous maintenant une petite actu assez croustillante, on va dire ça comme ça. Le numéro 2 de Stellantis, John Elkann, pourrait être condamné à des travaux d'intérêt généraux en Italie. Alors c'est dans le cadre d'une affaire qui n'a pas grand chose à voir avec l'automobile, c'est une histoire de dissimulation de patrimoine après un héritage familial. Il était soupçonné par la justice italienne d'avoir simulé une résidence fiscale en Suisse afin d'éviter l'impôt italien sur une succession évaluée à environ 1 milliard d'euros. Un accord financier a été trouvé avec le parquet, il va verser 183 millions d'euros pour régulariser sa situation, mais pour échapper à des poursuites pénales, John Elkann a sollicité une mise à l'épreuve, une procédure prévue par la loi italienne depuis 2014 qui implique la réalisation de travaux d'intérêt généraux. Le parquet de Turin y est favorable, mais la décision finale revient au juge d'instruction. Peut-être que dans quelques mois, on le croisera au bord des routes italiennes en train de creuser des petits trous ou en train de bitumer. C'est quand même assez savoureux quand on parle du numéro 2 de l'un des plus gros groupes automobiles mondiaux. Pour terminer, on va parler de l'arnaque colossale que sont les péages à flux libre. Ça fait plusieurs mois que les sociétés autoroutières sont en train de les implémenter, pour l'instant toujours en phase de test avant d'être potentiellement généralisées à l'intégralité du réseau autoroutier. Alors le concept est assez simple, on enlève tout simplement les barrières de péage des autoroutes, ce qui ne veut pas du tout dire qu'elles deviennent gratuites, ça veut simplement dire qu'à la place d'avoir un dispositif comme on les connaissait jusqu'ici, avec les péages à barrières, il y a maintenant des caméras qui filment les différentes voitures qui empruntent les différents tronçons d'autoroute et qui enregistrent leur plaque d'immatriculation dans un système informatisé. C'est ensuite aux conducteurs de se rendre sur les différentes plateformes internet des concessions autoroutières pour régler leurs dus. C'est un dispositif qui a permis effectivement de fluidifier la circulation et d'améliorer le confort de conduite, puisqu'effectivement on n'a plus besoin de ralentir à l'approche d'un péage, on n'a plus besoin de se taper la queue pour pouvoir le passer. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'usagers, notamment des personnes plus âgées, qui ne connaissent pas encore bien les modalités de paiement, ce qui les a laissés redevables de sommes assez conséquentes. La SANEF, concessionnaire des autoroutes A13 et A14, indique qu'au moins 240 000 automobilistes n'ont pas réglé leur péage dans le délai imparti. Le problème, c'est qu'en cas d'oubli, la facture devient vite assez salée, puisque si on oublie de payer son péage sous 72 heures, il y a une indemnité forfaitaire de 10 € qui s'ajoute au montant du trajet, et si on a toujours oublié au bout de 2 mois, l'indemnité grimpe à 90 €, en plus bien sûr du péage dû. Donc même si ce système a représenté un gain potentiel de temps évalué à environ 5 minutes
minutes par trajet en moyenne pour les Français, ça a surtout représenté un gain pour la SANEF d'au moins 2 400 000 €. Peut-être bien plus si l'on prend en compte que certains de ces 240 000 conducteurs ont eu à régler une indemnité de 90 € et non pas de 10 €. Alors à vous de me dire en commentaire ce que vous pensez de ce système de péage en flux libre. Certains pensent que c'est une manière d'obliger les conducteurs à souscrire à des abonnements de télépéage, puisqu'avec un système de télépéage, le montant est directement prélevé automatiquement, il n'y a pas besoin d'y penser et il n'y a pas d'oubli. D'autres pensent que les sociétés d'autoroutes comptent justement sur les oublis pour se faire une nouvelle rente. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a clairement pas que du positif avec ce système de péage en flux libre, et que comme dans beaucoup de domaines quand ça concerne l'automobile, le cadre législatif est assez flou et surtout très en retard par rapport à la pratique. Quoi qu'il en soit, on a fait le tour pour les actus du jour, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer comme d'habitude en laissant un like, en vous abonnant, en laissant un petit commentaire. On se retrouve dès demain pour une nouvelle semaine d'actu. Ciao.